Amicia, come! They're already dead! Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un épisode 2, là où on va parler de l'univers cette fois-ci. Et il est vaste, il y a beaucoup de choses à dire. On va peut-être partir sur quelque chose de général. Quelle est la grosse ligne directrice de l'univers de Plague Tale ? L'histoire ne commence pas au milieu des ténèbres, donc ça commence de manière très claire. Une partie de l'histoire est portée par la vision d'Hugo, qui est en fait le point de départ de la nouvelle aventure. Et cette vision d'Hugo, c'est une île, et qui est une île méditerranéenne, presque fantasmée, qui apporte toute cette... oui, à la fois ses couleurs et on va dire, des saveurs qu'on n'avait absolument pas explorées dans le premier. Marigolds! Primroses! Oh, you know you're a Varian. Pretty flowers. C'est vrai que ce contraste est important parce que c'est en montrant la lumière qu'on montre évidemment le mieux les ténèbres. C'est un des aspects très importants et c'est là où le art rejoint le scénario. Donc beaucoup plus de recherche, ça a pris plus de temps. Ça fait effectivement beaucoup de temps de la part de tout le monde. C'est ça qui est assez sympa. La manière dont on bosse, c'est très organique. Tout le monde y va de son idée. Donc on parlait de la Méditerranée, il y a des références de Majorque. La Provence, on a Seb du Sud-Est qui nous parlait de la Provence. Enfin, et chacun y a mis un peu un petit bout de soi en fait dedans, quoi. Tous les jours, on a un brief sur les lavandes, la taille qu'elles font, et sinon c'est pas comme ça. Et là, les cigales, ça doit sonner comme ça. C'est un professionnel de la lavande. Non, mais il faut dire qu'il a habité dans une maison avec des champs de lavande autour de lui. Donc ça a nourri le creuset créatif de l'équipe, quoi. Look at that. A castle. Et ça s'inscrit dans la démarche du 1 où on avait choisi le sud-ouest pour être authentique et montrer des paysages qui étaient à côté de nous. Et dans le 2, c'est pareil en fait, c'est la famille quoi. Enfin, c'est par extension, c'est des voyages ou des gens qui habitaient là-bas. Enfin bref, on a essayé de mélanger, comme disait Olivier, toutes ces influences personnelles, très personnelles, pour construire un monde cohérent. On a des environnements comme on montre une vieille arène romaine, comme il y en a beaucoup dans le sud-est, en Provence, dans un chapitre. Sauf que à cette époque-là, en fait, c'était des bidonvilles, les arènes romaines. En fait, les gens utilisaient la base de la structure pour habiter à l'intérieur. C'était complètement tombé en désuétude. On se repère dans l'environnement parce qu'il incarne quelque chose. Et en plus, on a une petite touche de savoir en plus parce qu'on montre un aspect du Moyen-Âge que les gens ne connaissent pas forcément. Yes, the tower. Got a bit closer, no? A bit. But I'll take that. Du coup, là, on parle souvent, surtout du monde, mais au niveau des personnages, ils évoluent aussi visuellement. Tous les événements qui leur sont arrivés en fait dans le 1 les ont fait grandir et on essaye de retranscrire en plus leur état d'esprit, leur état émotionnel au travers de l'aventure dans le 2. Donc ça passe par les vêtements qui vont changer, ça passe aussi par les coupes de cheveux, ça passe par les marques, pour Hugo notamment. Enfin, quand on voit tous les stigmates qu'il portait sur la peau à la fin du premier épisode, on se doute que quelque part ça doit laisser des traces et effectivement ça en laisse. On voit un petit gamin de 6 ans qui est tout mignon mais qui porte les stigmates d'un truc qui avait l'air vraiment pas drôle. Et on sent que ça va se reproduire et qu'il va se passer quelque chose. Ça va pas pouvoir rester comme ça. Stop screeching and help me! Help me! Comment évolue par exemple Amicia en tant que personnage ? Chose bête, pour s'adapter d'une certaine manière à l'arbalète, le premier truc qu'elle va faire, c'est elle va s'attacher sa tresse. Du coup, ça fait une première évolution. Ça peut paraître simple, mais ça montre un changement même au niveau du personnage. Et après, tout au long du scénario, il va encore lui arriver d'autres choses plus personnelles et qui, encore une fois, qui touchent à la féminité, à la représentation de la femme. Voilà, mais je veux pas en dire plus. Je sais pas du coup si ça spoil un petit peu, mais je me demandais, donc visuellement, elle est plus badass. Je pense que Amicia, on voulait qu'elle ait l'air préparée. C'est plus le mot, Ouais. C'est-à-dire qu'elle a subi, peut-être que ça reviendra et ne pas se laisser avoir une deuxième fois et subir ce qu'elle a subi dans le premier. Donc dans son attitude, dans sa tenue, dans tout ça, elle est bien plus préparée qu'elle l'était dans le premier. They got us! I must free the boat! No! They'll kill you! Go back inside unless you want to fight!
Amicia, elle est tout de suite avec une tenue. Sa première tenue est déjà plus guerrière que n'importe laquelle qu'elle ait eue dans le premier. Et toute l'évolution de sa tenue tend vers ça, quoi qu'il se passe. Elle refuse de plus en plus les attributs standards de la jeune fille noble qu'elle devrait être tout au long de son évolution. Alors qu'elle aurait des opportunités pour changer, mais non, ça, c'est Amicia et elle s'affûte de plus en plus au long de l'histoire. Et ben merci beaucoup, c'était super intéressant. Et nous, on va se retrouver pour un 3e épisode sur la tech cette fois-ci.